Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci de nous rejoindre pour cette conférence dans le programme du Collège Belgique. L'orateur de ce soir est Nicolas Simon. Nicolas Simon est l'auteur d'une thèse de doctorat qu'il a soutenue à l'Université Saint-Louis en 2017 et dont le titre est déjà une introduction à sa conférence de ce jour. Quand légiférer, c'est communiquer. La dynamique de la décision gouvernementale dans les anciens Pays-Bas, environ 1580, environ 1610. Nicolas Simon a mené à bien ses études d'histoire, tout d'abord à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, puis à l'Université catholique de Louvain, où il a décroché son master. Et il a, pendant plusieurs années, été titulaire d'un mandat au Fonds national de la recherche scientifique, comme aspirant d'abord, comme chargé de recherche. Dans les années 2017-2019, il a également dispensé des enseignements tant à l'Université Saint-Louis qu'à l'Université catholique de Louvain. Et à l'Université catholique de Louvain, il est en particulier actif et rattaché au Centre d'histoire du droit et de la justice. Nicolas a séjourné en 2019 à la Casa de Velázquez à Madrid afin d'y mener, on le devine, des recherches, et nous en arrivons à son terrain, sur la législation dans la monarchie espagnole au XVIe, XVIIe siècle. Mais sa principale fonction est actuellement celle d'attaché scientifique ici, dans cette maison que vous voyez derrière moi, à l'Académie royale de Belgique, où il est plus particulièrement responsable de la coordination d'activités de recherche ainsi que du secrétariat de l'Union académique internationale, dont l'Académie royale de Belgique est un petit peu, je dirais, le lieu fort. Nicolas, tout naturellement, a publié dès avant sa soutenance de thèse et puis aussi depuis lors un certain nombre de contributions, des contributions qui entrent bien dans la ligne de ses recherches principales. Ces contributions concernent aussi bien les facteurs militaires et religieux pesant sur la confection des lois au XVIe, XVIIe siècle, les avis et conseils qui sont recueillis ou qui ne le sont pas par les gouvernants législateurs, les mentions de chancellerie que l'on trouve au bas des textes de loi, des choses alors très ciblées telles que l'impact du Concile de Trente, milieu du XVIe siècle, sur la législation, et puis aussi dans un domaine un peu plus connexe, mais où la législation n'est pas davantage absente, les stratégies économiques relatives à un commerce de luxe, le commerce de la soie. Nicolas va donc aborder aujourd'hui la question des lois, bien sûr, mais plus particulièrement de l'impression des lois, gouvernées par lois imprimées dans les Pays-Bas espagnols, XVIe, XVIIe siècle. Autrefois, au Moyen Âge, la communication des lois se faisait de manière essentiellement orale, une manière de faire qui ne disparaîtra pas d'ailleurs, même avec le développement de l'imprimerie. Et puis, néanmoins, et nous le savons bien, c'est vrai dans un certain nombre de secteurs, à partir précisément du XVIe siècle, cela va devenir très important, l'imprimé va prendre les devants et notamment l'imprimé va être utilisé pour la communication des actes officiels. Qui dit imprimé dit bien entendu imprimeur, et je crois que dans la communication de Nicolas, il y aura évidemment des vedettes qui seront les législateurs, mais d'autres vedettes certainement pas moins importantes qui seront les imprimeurs. Eh bien, sans plus attendre, je donne la parole à notre orateur et nous l'écoutons avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Jean-Marie. J'ai préparé une petite présentation pour tout le monde. Un grand merci pour
pour cette introduction très détaillée. Donc, comme ça, on a tout, la liste de publications avant d'entamer la communication. En gros, comme Jean-Marie Cauchy vient de vous l'indiquer, il sera question donc d'envisager la législation comme instrument de communication et instrument de gouvernement dans les Pays-Bas espagnols au XVIe, XVIIe siècle, et donc un instrument de relation et de communication entre gouvernants et gouvernés. Petite précision de manière générale, c'est-à-dire que cette présentation-ci n'est pas je ne vais pas vous présenter les résultats d'une recherche que j'aurais menée depuis 4-5 ans. C'est vraiment plutôt des premières constatations et observations et résultats sur base de recherches qui tendent à être approfondies, qui tendent à être précisées. Une deuxième petite considération, c'est que je ne suis pas, comme Jean-Marie l'a bien expliqué, je ne suis pas un historien du livre, donc je ne vais pas me lancer dans cette présentation-ci avec une orientation de bibliographie matérielle, d'étudier en détail la composition des différents actes imprimés de nature législative. J'essaie plutôt d'avoir une approche qui reste la mienne, celle d'historien des institutions, de la législation, mais tout en essayant aussi de tirer parti de ce qui se fait en matière d'histoire du livre naturellement. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu conjoindre un certain nombre d'historiographies les unes avec les autres. Un plan pour la séance, comme ça, vous savez à quelle sauce on va être mangé avant de se séparer à 19 h pour le souper. Gouverner par l'oral, l'oralité sera le premier point parce que, comme Jean-Marie l'a dit, ça reste un élément crucial pour la communication politique. D'un autre côté, le cœur de la présentation sera naturellement la deuxième partie consacrée aux intrications entre imprimé et oralité dans le cadre de la communication législative au XVIe et XVIIe siècle, ce qui permettra également aussi de surtout mettre en évidence les 3 dernières décennies du XVIe siècle comme vraiment une période déterminante et importante pour l'évolution, on va dire, de ces rapports entre monde du livre et les autorités politiques. Ensuite, j'espère aux alentours de 18 h, on aura une petite pause d'environ 5 minutes pour se dégourdir un petit peu les jambes et regarder autre chose que notre écran. Et alors, la troisième partie, que j'ai intitulée Regard contemporain, là, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'avoir une approche qui serait davantage focalisée sur notre vie actuelle, non seulement sur les empreintes du passé de la communication politique dans l'espace de la Belgique actuelle, mais aussi une petite réflexion sur la communication que l'on peut observer en fait depuis un an en lien avec la pandémie. Donc on n'échappera pas, malgré le titre, à une petite partie consacrée à la pandémie du Covid-19. Le mot sera bel et bien prononcé au cours de ces 2 prochaines heures. Enfin, on aura une discussion. N'hésitez donc pas à utiliser le bouton, me semble-t-il, question-réponse ou de la conversation, et je me ferai naturellement une joie de répondre à celles que vous pourriez poser, naturellement dans les limites de mes capacités et de mes connaissances. La première partie, donc gouvernée par l'oral, par oralité, c'est surtout pour un petit peu rappeler, grosso modo, dans quel contexte on se trouve lorsqu'il s'agit de communiquer les dispositions législatives que, en tant qu'autorité centrale, qu'autorité urbaine, on peut être amené à devoir prendre. Donc là, l'élément déjà essentiel à mettre en évidence, comme Jean-Marie Cauchy l'a bien indiqué aussi, c'est que ce n'est pas parce que l'imprimé, évidemment, apparaît que cela va supplanter les modalités de communication orale. On a plutôt une superposition ou un dédoublement, en quelque sorte, de la parole des gouvernants grâce à la technologie de l'imprimé, de la presse mécanique. De ce point de vue-là, on a donc affaire à une sorte, clairement en fait, d'une situation d'intermédialité où on va observer qu'il y a donc des interactions entre différents types de médias, que ce soit la copie manuscrite, l'édition imprimée d'une disposition législative, mais aussi le rapport à donc l'oralité. Dès lors, on est clairement aussi dans un contexte d'ère de la communication. Ce n'est pas parce qu'on est au XXIe siècle avec les réseaux sociaux que l'on doit tout d'un coup parler d'une ère de la communication. On est bel et bien, comme le dit Robert Darnton, à chaque
moment d'évolution technologique, il y a une ère de la communication qui peut être présentée. Là, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une image. J'ai essayé, malgré le sujet un peu aride de la législation au temps moderne, de vous trouver des images quelque peu sympathiques pour égayer la présentation. Et ici, vous avez le reste d'une trompette qui date d'avant 1613, début du XVIIe siècle. Et pourquoi je vous mets ça? Tout simplement parce que les dispositifs de communication politique, et notamment donc, de la législation, s'intègrent dans une situation qui est celle d'un univers sonore, au-delà de simplement la voix de la personne habilitée et autorisée à communiquer le contenu d'une décision. Ces exemples sont présents et donc ici vous voyez le détail d'un dessin du début du XVIIe siècle censé représenter la communication, la publication de la trêve des 12 ans, donc la trêve signée entre les Pays-Bas et les Provinces-Unies en 1609. Et vous voyez donc là concrètement une trompette très assimilable et reconnaissable à l'exemplaire, je dirais, verdict que vous voyez sur la partie gauche. Alors, les publications orales, elles sont à multiples usages, en quelque sorte. Il y a une dissémination de nouvelles, d'informations, une nouvelle disposition ou des nouvelles dispositions législatives ont été prises. C'est également un flux d'informations qui circulent non seulement au sein de la communauté des gouvernants, des membres des institutions centrales ou provinciales, mais aussi au sein de la communauté des sujets d'une ville, d'une principauté, voire même d'un ensemble de principautés, comme dans le cas des Pays-Bas. Et aussi le fait que le moment même de la communication est un événement en soi où l'ensemble de la population, ou en tout cas un grand nombre ou un nombre relatif peut assister. Et la communication en elle-même, la proclamation, est un sujet de discussion parfois de la part des sujets. Alors, pour très concrètement entrer dans la relation et les interactions possibles entre oralité et imprimé, je vais me permettre d'abord de vous présenter ce texte-là. À droite, vous avez un document trouvé dans les archives de la ville de Nivelles, conservé à Louvain-la-Neuve, qui est en réalité ce que l'on peut appeler la forme de publication d'un document, et pas n'importe lequel, le traité de Londres, signé en 1604 entre Philippe III et James Jacques Ier d'Angleterre. Et là, vous voyez donc dans le document qu'il faut publier et lire est à droite, et naturellement, ce n'est pas le texte in extenso du traité. À gauche, je vous ai mis la lettre qu'envoient les autorités centrales aux autorités de la ville de Nivelles pour leur demander de faire la publication de la forme de la paix afin qu'on puisse en faire la publication dans le district, donc dans la juridiction, le dernier jour du présent mois, qui était le mois d'octobre. Et on voit bien que dès lors, il y a, pour reprendre les mots et l'idée du sociologue français Jean-Marc Weller, l'intérêt pour les autorités politiques d'un travail de traduction des dispositions juridiques reprises dans le traité en un texte compréhensible pour l'ensemble de la population, qui ne sont pas nécessairement versés dans les arguties juridiques des relations internationales, enfin des relations plutôt entre souverains à l'époque moderne, et ainsi l'ensemble du contenu du document que vous voyez sur votre droite tresse dans les très grandes lignes l'ensemble des décisions qui sont prises qui ont été prises au traité de Londres. Et il ne faut pas uniquement effectuer une publication orale, c'est-à-dire lire le document, le texte que vous voyez à votre droite. Il faut aussi entourer ça de tout un dispositif de solennité, de cérémonie, d'action de grâce, donc d'office religieux, mais aussi la manifestation de bruit par son de cloche, mais également des feux de joie, donc des utilisations pyrotechniques. Cette situation n'est pas, je dirais, un apex, c'est pas quelque chose d'unique. Ce qui est intéressant de voir aussi, avant de passer à un autre exemple, c'est que j'ai fait le petit test hier soir en préparation et la lecture de ce document, tel que vous le voyez à droite, ça prend grosso modo 2 minutes. Donc, sans doute qu'avec l'ensemble du dispositif d'annonce avant la lecture, avec le son de trompette, etc., la lecture proprement dite,
et un dispositif sonore qui vient clore l'événement de la publication, eh bien, on doit tourner aux alentours peut-être de 15-20 minutes, et on est loin parfois de ce que certains mettent en avant des acteurs de l'époque en disant que la lecture in extenso de l'ordonnance devant un grand nombre de gens a duré parfois plus d'une heure, etc. Donc, je crois qu'il y a sans doute moyen d'atténuer ce type de dispositif, enfin de propos d'acteurs de l'époque et de se rendre compte qu'il y a un véritable travail de traduction par les autorités centrales en vue de rendre accessibles des décisions importantes. Et ce texte, comme je vous le disais, n'est absolument pas unique, vu que toujours dans les mêmes archives de la ville de Nivelles, on retrouve le même type de document, avec le même but, donc, pour la trêve de 12 ans de 1609, avec donc un document qui synthétise et qui, grosso modo, dit uniquement que les gens vont pouvoir traverser les territoires des Pays-Bas et des Provinces-Unies, et on s'arrête à peu près là. On ne rentre absolument pas dans le détail de la communication. Par contre, là où je vais directement entrer dans le vif du sujet avec l'imprimé, c'est que non seulement on a donc une copie, je dirais, manuscrite de cet acte de publication, de cette version à publier de la trêve, mais dans les mêmes archives de la ville de Nivelles, vous avez une version imprimée par Yann Nomart, imprimeur à Bruxelles, à la fin, donc, à la fin du XVIe et au début du XVIIe, exactement le même texte. Enfin, vous comparez les textes, c'est pas tout à fait les mêmes mots aux mêmes endroits, mais en tout cas, on se rend compte que là, on a affaire à un document relativement petit, donc là, ça fait une dizaine de centimètres de hauteur, très maniable, qui, on pourrait dire à l'heure actuelle, se met facilement dans la poche, et synthétise grosso modo ce qu'il faut communiquer à l'ensemble de la population. Là où c'est intéressant, c'est de voir qu'au dos, il y a la mention d'appartenance à Eustache Pierre, qui est un membre de l'autorité communale de la ville de Nivelles. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a cette interconnexion, ces interactions entre, d'une part, toujours le recours à l'oralité, la nécessité d'effectuer une publication orale, mais aussi que l'on met par écrit et par forme imprimée cette version d'une publication orale qui permet de circuler, mais qui n'est absolument pas et qui n'est pas le type d'imprimé, je dirais, canonique que l'on met généralement en évidence quand on parle de l'histoire du livre ou de l'imprimé à l'époque, à partir de sa dissémination en Europe occidentale. Donc, on se retrouve, là, je vous ai mis un tableau pour un peu synthétiser ce qui se passe lorsque l'on parle de proclamation. Ici, avec un très joli tableau qui renvoie à la publication de la paix de Münster en 1648 sur la grande place d'Anvers, où on a un peu le topos que l'on retrouve dans la documentation d'époque. Il y a toujours une grande quantité de personnes présentes. Là, on imagine qu'il y a à peu près plusieurs milliers de personnes présentes. Mais vous avez aussi toujours le dispositif, une estrade avec, si vous zoomez, des gens avec des trompettes et quelqu'un au centre qui est en train de lire un document, une copie manuscrite ou une copie imprimée de l'acte. Ça, évidemment, c'est à voir. Donc, on a un petit peu un côté aussi interrogatif quand on est chercheur ou chercheuse, de se dire est-ce que c'est vraiment réaliste ce type de représentation sur la manière dont se déroulaient ces communications orales, d'autant plus que le public n'était pas nécessairement toujours passif. On a des exemples très concrets de remise en question de l'autorité qui est en train d'effectuer la publication. Donc là, c'est aussi des moments de possibles tensions entre gouvernés et gouvernants. Et puis, c'est pas parce qu'on est au XVIIe siècle que les autorités urbaines ne vont pas commencer à mettre en place des livres résumant ou synthétisant leurs publications orales. Par exemple, pour les autorités de la ville de Bruxelles, ils ne créent un livre des publications orales qu'à partir de 1634. Donc, les publicatieboeken aux archives de la ville de Bruxelles avant 1634, vous n'en avez pas, non pas parce que elles ont été perdues ou détruites, mais parce qu'en fait, ils n'en existaient pas. En termes de lieux, par exemple, qui sont choisis, les publications orales, eh bien, c'est des lieux importants. Les grandes places, les carrefours, les halles, des lieux de passage importants. Et pour la dissémination et la diffusion et l'affichage d'actes imprimés, on va voir que tout naturellement, en fait, on va reprendre des endroits similaires. Alors, ça, c'était la première partie, un résumé, en fait, de ce que l'on sait déjà. Maintenant, gouverner par imprimé, qu'est-ce que ça implique et comment vais-je procéder?
Eh bien, tout simplement, vous voyez ici une image qui est un détail d'une œuvre du Rijksmuseum qui synthétise un petit peu la situation, me semble-t-il, que l'on peut imaginer au XVIIe siècle, à savoir une personne, entre guillemets, lambda, qui, dans un espace urbain, eh bien, contemple un acte imprimé. Ici, on peut poser l'hypothèse que c'était un acte d'une autorité officielle, quoique ce n'est pas nécessairement dit, et que, voilà, dans son parcours urbain, il se rend compte qu'il va pouvoir prendre connaissance de ces documents. Ceci pose une question. Euh, Quels sont ou que peut-on, comment dirais-je, définir comme étant la catégorie des imprimés officiels qui subsume en quelque sorte l'ensemble des documents qui pouvaient être imprimés au nom d'autorités politiques. Ensuite, il y aura une trame chronologique, comme je vous l'ai dit, qui s'articulera avec avant les années 1570 et après les années 1598, enfin en gros après, à partir du XVIIe siècle, dans la mesure où pour les Pays-Bas habsbourgeois, les dernières décennies du XVIe sont vraiment déterminantes. Alors, les catégories ou la catégorie d'imprimés officiels, c'est pas uniquement des ordonnances législatives. On est tout d'abord, avant d'aborder, je dirais, la thématique ou les différents types d'actes, il faut bien se rendre compte qu'on est aussi avec des documents qui ont des dimensions différentes. À gauche, vous avez une ordonnance de la ville d'Anvers. Vous voyez avec la dimension de la lettre qu'on est sur environ de 25 cm de hauteur pour environ 20 cm de large. Tandis que le document à droite, qui est un acte législatif du XVIIIe siècle, toujours dans les archives de la ville de Nivelles, qui est, lui, de dimension complètement différente, qui fait plus d'1 mètre. Donc, on est aussi déjà là avec des dispositifs et des dimensions qui peuvent très largement varier. D'un autre côté, on varie et on voit au plus on avance dans le XVIIe siècle que la variété des thématiques qui sont mises sous presse par les autorités va croissant. Ici, vous avez donc une ordonnance prise par la ville les autorités communales de Bruxelles pour avertir dans un contexte militaire relativement tendu à la fin du XVIIe siècle, eh bien qu'il y a des gardes qui sont effectués autour de la ville et on informe la population quant à savoir quelles sont les modalités pratiques par lesquelles elle va être informée. Et pour être sûr que l'ensemble de la population de la ville de Bruxelles va comprendre, eh bien, vous voyez que l'acte est imprimé à la fois en bilingue, donc en français et en tivois, en moyen néerlandais. Mais vous avez également d'autres types de documents, comme ici un acte anti-voix, qui est en fait un appel, si je puis dire, à candidature. On pourrait éventuellement dire que c'est presque une sorte de marché public. En gros, la ville fait une communication à l'ensemble de la population, en disant qu'il faudra effectuer des travaux de maçonnerie pour les fortifications autour de la ville. Et ceux qui sont intéressés par cet ouvrage, comme vous le voyez dans la phrase que j'ai mise en évidence, eh bien, peuvent aller chercher plus d'informations auprès des membres de la trésorerie, qui est un département, si on peut dire ça comme ça, des autorités communales bruxelloises. Donc là, on voit qu'on a déjà, au fur et à mesure qu'on avance dans le 17e, et là, on est déjà quand même assez loin dans le 17e, une variété d'imprimés, de types de documents qui sont mis sous presse que l'on ne rencontre en réalité pas encore durant le XVIe siècle. En tout cas, moi, je ne suis jamais tombé jusqu'à présent sur ce type de document-là pour les Pays-Bas habsbourgeois durant le XVIe siècle. Un autre élément important de l'impression des actes législatifs, ça va être la validité juridique que vont avoir les documents. Parce que, comme vous le voyez spontanément, un acte médiéval, ou en tout cas, oui, un acte médiéval ou d'essence médiévale qui a tous les signes d'authentification et de validation que sont notamment en dessous les mentions hors-teneur, eh bien là, c'est évidemment des signes visuels distinctifs du texte lui-même, tel qu'il se présente de façon retranscrite, manuscrite, dans l'image de gauche. Vous ne voyez absolument rien de similaire dans l'ordonnance de 1679 que vous voyez sur la partie droite de votre image. Alors, on sait que dans le cas de la royauté française, par exemple, dans une recherche assez récente, durant la première moitié du XVIe, on voit qu'il y a des tentatives
de mettre des sceaux, des signes d'authentification tels qu'on les utilisait durant la période médiévale sur des actes imprimés sur papier, mais en raison de la fragilité du papier ou du poids des sceaux, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Ça fragilise l'acte et on sépare, on se retrouve alors là avec une séparation entre le sceau et le document. Mais je dirais que là, ça pose vraiment une question dans le chef des personnes de l'époque, non seulement sans doute des membres des institutions, mais peut-être aussi dans le chef euh, de, des sujets lambda. Parce que naturellement, entre les sceaux de la gauche de votre image et la mention simplement par écrit que l'acte original a été paraphé et ou a été signé ou a été contresigné, naturellement et visuellement, alors que pendant toute la période médiévale, on avait fonctionné avec un système d'authentification qui était celui des sceaux, on peut comprendre que cette nouvelle technologie implique quelque chose, un rapport, on va dire, à l'authenticité et à la validité juridique qui peut poser problème. Et cette situation se pose, par exemple, en 1676, quand une ordonnance, celle que vous voyez à gauche, sur feuille volante, est imprimée par l'imprimeur des ordonnances royales, Marcel-Antoine Velcius. Et l'audiencier, qui est le secrétaire du conseil privé, chargé de mettre au net les actes législatifs, notamment, enfin, tout un ensemble de documents, mais notamment les ordonnances, eh bien, dépose en quelque sorte une plainte auprès du conseil privé, accusant l'imprimeur Marcel-Antoine Velcius d'avoir indiqué que l'acte a été contresigné, alors que l'audiencier ne contresigne pas. Alors, ça peut vous paraître un peu anodin, mais dans le chef de l'argumentaire de l'audiencier, cela signifie à dire que potentiellement, il se serait prémuni d'une autorité ou en tout cas d'un pouvoir dont il ne dispose absolument pas. On contacte l'imprimeur et vous avez sa réponse à droite dans lequel, en quelque sorte, il bat sa coupe en disant qu'il a imprimé le placard à la hâte, c'est-à-dire qu'il a été un peu trop vite et que pour lui, on se rend bien compte que ça ne devait pas spécialement être clair, peut-être, quelle était la différence entre le fait que quelqu'un signe un document ou le contre-signe. Donc, on voit qu'il y a l'imprimé là produit quelque chose, ou en tout cas implique qu'il y a des interrogations dans le chef des acteurs de l'époque sur la validité et les signes d'authentification de ces documents juridiques au niveau de leur version imprimée. Alors, la situation dans les Pays-Bas, habsbourgeois, eh bien, en réalité, la première moitié du XVIe, on se rend compte de ce que l'on sait, en tout cas pour le moment, que la situation est à peu près similaire que dans d'autres espaces, comme on va prendre la France, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas directement une prise en main par les autorités politiques de la technologie que représente l'imprimé. Ce sont visiblement plutôt les imprimeurs qui sont à l'initiative directement en vue d'imprimer ces documents, notamment législatifs. Et ce que l'on voit, c'est que progressivement, et au fur et à mesure que l'on avance déjà dans le deuxième tiers du XVIe siècle, de plus en plus ces autorités politiques, que ce soit centrales, encore fortement plutôt les autorités centrales, vont avoir à cœur de mobiliser les imprimeurs pour effectuer une communication et une diffusion beaucoup plus large des décisions qu'elles ont prises. L'autre élément vraiment intéressant à prendre en compte, c'est que finalement, imprimer les ordonnances, ce n'est pas, je dirais, quelque chose qui est une activité gratuite. Pour les imprimeurs, c'est avant toute chose une activité commerciale qui a plusieurs avantages. Ça a plusieurs avantages parce que ce sont des textes, si on compare par exemple à une impression de la Bible, on se rend bien compte que ça va être de un beaucoup moins compliqué sans doute à travailler en termes de composition des différents feuillets qui vont former les pages du livret que va être l'ordonnance une fois que vous allez pouvoir avoir le produit fini. D'un autre côté, vous avez une offre qui est constante en quelque sorte dans la mesure où les autorités politiques, que ce soit centrales ou provinciales ou locales, vont constamment être en train soit de promulguer des nouvelles dispositions à leur échelle ou bien d'amender d'anciennes déjà prises. Donc là, vous avez en tant qu'imprimeur potentiellement des gens qui vont vous fournir du travail constamment durant, j'allais presque dire, toute votre vie professionnelle.
Et enfin, vous avez un public qui potentiellement est aussi, lui, peut varier, n'est peut-être pas, je dirais, immensément grand, mais en tout cas qui peut comprendre à la fois les membres d'administration communale, des membres de conseils provinciaux, de cours donc de justice, comme le Grand Conseil de Malines, et naturellement les membres des institutions centrales siégeant à Bruxelles. Donc là, on a sans doute un facteur intéressant qui a dû, dans le chef d'un certain nombre d'imprimeurs dès le début du XVIe siècle, les faire travailler et faire en sorte qu'ils soient mobilisés pour essayer d'obtenir un certain nombre de privilèges en vue de pouvoir être autorisés à imprimer ces ordonnances. Alors, j'ai prononcé un mot important pour la thématique qui nous occupe aujourd'hui, en cette fin d'après-midi, c'est celle de privilèges. Et le système des privilèges, ici, je vous mets comment l'a décrit Robert Darnton dans son livre de la censure, le présente comme un système complexe pour canaliser le pouvoir du verbe imprimer. Et là, c'est tout à fait ça. Et les travaux pour les Pays-Bas au XVIe siècle, par exemple, de Renaud Adam, montrent ça très bien dans son dernier livre, d'ailleurs paru aux éditions de l'Académie, Le théâtre de la censure, met en évidence ce rapport complexe, ce rapport un peu paradoxal entre des autorités politiques qui semblent de plus en plus intéressées par recourir à l'imprimé pour diffuser leurs décisions, mais dans le même temps, elle ne voit pas nécessairement d'un bon œil l'imprimé parce que c'est aussi l'instrument qui permet de véhiculer des propos ou des pensées religieuses, évidemment. Hein, on est au début du XVIe siècle, c'est de ça dont il s'agit souvent, qui permet donc une technologie qui permet de véhiculer des propos hétérodoxes, ou en tout cas en opposition avec l'autorité légitime du souverain. Le système de privilèges dans les anciens Pays-Bas, dans les Pays-Bas habsbourgeois, n'est pas quelque chose de bien structuré, n'est pas nécessairement organisé de manière hiérarchisée. Avant 1531, on n'a pas réellement de privilèges octroyés, on n'a pas en fait de privilèges octroyés par les autorités politiques centrales des Pays-Bas pour une ordonnance. Et l'acte qui va recevoir ce premier octroi est un acte vraiment fondamental, une ordonnance générale, promulguée en octobre 1531 et qui traite tout un tas de matières, notamment la poursuite des luthériens. Alors, l'année 1531 n'est pas anodine parce qu'en fait, à la mort de la gouvernante générale Marguerite d'Autriche et du chancelier Gattinara, il y a une reconfiguration des institutions centrales à Bruxelles et on a trois institutions qui sont entre gros guillemets créées, dont le conseil privé qui va tout au long de la période moderne, encore durant le XVIIIe siècle et la période autrichienne, être l'organe par excellence d'élaboration d'élaboration de la législation et aussi responsable pour la diffusion et son application. Donc, à partir de ce moment-là, on peut aussi comprendre que cette institution, qu'est le conseil privé, va être l'instance vers laquelle les imprimeurs vont progressivement se tourner pour demander des privilèges, non seulement pour des ordonnances princières, mais aussi vont continuer pour d'autres livres, naturellement. Et on remarque notamment que les conseils provinciaux qui étaient là les seuls mobilisés avant cette période restent en réalité mobilisés par les imprimeurs lorsqu'il s'agit de demander un certain nombre de privilèges. Donc là, vous avez une sorte de complexe, ce que j'ai mis de superposition des instances qui octroient ces immunités, dans la mesure où ce sont réellement des immunités qui vont protéger leurs détenteurs que d'autres personnes que eux puissent imprimer les documents qu'ils souhaitent mettre sous presse. Alors, j'ai voulu faire un tableau très, très schématique du champ d'application et d'un peu comment ça fonctionnait. En gros, vous avez le conseil privé. Vous avez le conseil privé qui a un champ d'application qui théoriquement peut s'appliquer qui s'applique en fait à l'échelle de toutes les principautés des Pays-Bas. Et ensuite, vous avez les différentes instances que sont les conseils provinciaux qui, eux, sont compétents pour délivrer
éventuellement des privilèges à l'échelle naturellement de leur juridiction. Et puis vous avez, au fur et à mesure toujours que l'on avance dans le XVIe siècle, eh bien un certain nombre de villes qui vont octroyer des autorisations à des imprimeurs qui travaillent dans leurs murs en vue de réaliser l'impression des actes officiels et notamment de la législation. Donc, un système relativement complexe qui mériterait, comme à peu près tout ce que je viens de présenter préalablement, d'investigation beaucoup plus poussée. Alors, le système de ces privilèges au niveau des anciens Pays-Bas, disons, c'est assez, dans le principe, c'est assez simple, on va dire, à comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes imprimeur ou auteur, vous avez besoin d'une autorisation pour pouvoir imprimer. En gros, c'est un système de censure où les autorités politiques vont décider si votre texte peut être imprimé ou pas. Ici, l'octroi est effectué, alors vous avez un terme fixe qui vous est donné. On voit que ça varie entre 6 et 10 ans généralement, mais comme je le mets aussi, le renouvellement n'est pas automatique. Donc, par exemple, Marcel-Antoine Velpius et ses prédécesseurs doivent, presque au terme de chacun des privilèges, redéposer une demande en vue de pouvoir continuer à être les imprimeurs des ordonnances royales. Et donc, la demande d'exclusivité aussi de l'impression ne s'explique pas uniquement par la volonté de ce que l'on serait peut-être tenté d'utiliser comme expression dans nos mots actuels, la volonté d'un service entre guillemets public. On ne fait pas ça pour le service du prince uniquement, on le fait aussi parce qu'il y a un intérêt économique en tant qu'imprimé. Quoique l'intérêt économique, le fait de se dire qu'on va être payé par l'État, va au XVIIe siècle généralement se retourner complètement contre les imprimeurs dans la mesure où l'État n'était pas nécessairement meilleur payeur au XVIe et au XVIIe siècle. Je vous propose un petit aperçu des personnalités, des imprimeurs et des lieux dans lesquels on voit qu'ils évoluent durant cette première phase, on va dire, hein, qui est évidemment très longue, qui pourrait sans doute être affinée selon des recherches plus précises. On a à Anvers deux imprimeurs, Willem Vorsterman et Michiel Ilen van Hoogstraat, qui, comme je vous le dis, impriment en 1531 une ordonnance, l'ordonnance générale qui aborde notamment la rédaction des coutumes, qui traite des monopoles économiques, qui prend des dispositions monétaires, mais aussi qui met en évidence la poursuite des luthériens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en préparant ici la communication, j'ai pu lire qu'en mettant en évidence que c'est visiblement eux qui ont été chercher les autorités en vue d'imprimer, c'est peut-être pas nécessairement le cas, dans le sens où un article d'Edmond Robart, déjà relativement ancien, met en évidence que les commandes passées par les autorités politiques des anciens Pays-Bas, eh bien, mettent en évidence que l'ordonnance de 1531, eh bien, Willem Vorsterman et Michiel Ilen sont directement contactés par le Conseil de Brabant. Quelques jours avant que le messager du Conseil de Brabant n'aille rechercher les exemplaires de l'acte imprimé, eh bien, Willem Vorsterman est invité à se rendre à Bruxelles et on peut éventuellement supputer que c'était pour discuter des modalités pratiques par lesquelles allait se passer cette commande. Alors, on voit aussi que là, ils ont une exclusivité pour une période très, très courte. Donc, sans doute, c'est assez représentatif d'un moment où la façon de procéder ne sont pas encore pleinement intégrées. Cette ordonnance, la voici, la page de titre, ça fait très médiéval hein, dans la présentation, avec Charles Quint, qu'on peut identifier sans doute par le fait qu'il y a le blason impérial avec la double tête d'aigle, enfin l'aigle à double tête, et ensuite un titre kilométrique, comme vous le voyez, qui signifie et qui met uniquement en évidence, ou presque uniquement en évidence, que l'on a affaire, comme je vous l'ai dit, à une ordonnance consacrée à la poursuite des luthériens, et on peut là éventuellement aussi se demander si les imprimeurs n'ont pas vu cette accroche comme étant un élément important de marketing, entre guillemets, afin, je dirais, de présenter une thématique essentielle et vraiment prégnante pour la politique, non seulement de l'Empire, mais aussi presque de toute l'Europe à ce moment-là, de sorte que ça va attirer en quelque sorte aussi le chaland.
De cette ordonnance-là, on connaît plus ou moins 13 éditions qui sont imprimées à Anvers, mais on a aussi des éditions gantoises, signe que l'exclusivité pour 6 mois n'a pas nécessairement bien fonctionné. Et on connaît également une version Amstello-Dalmatian. Alors là, on est face à un document qui est imprimé sous la forme d'un livret, une sorte de petit livre dont vous tournez les pages, dans la mesure où c'est un acte qui s'assimile mal à une impression sur une simple feuille, sur une feuille volante. Parce qu'on est avec une ordonnance qui fait 7500 mots, plus d'une quarantaine d'articles. Donc là, on est dans des impressions en fonction des éditions qui peuvent varier entre 30, un peu plus de 35 pages et une quarantaine. Et vous voyez également qu'ils vont intégrer au tout début de la version imprimée, eh bien, qu'ils ont reçu une autorisation d'imprimer pour une période de 6 mois. Et là, on est encore dans une situation sans doute un petit peu nouvelle d'adaptation, où on ne met pas que c'est à l'échelle de l'ensemble des principautés des Pays-Bas, mais bien dans certaines provinces uniquement. Alors, vous avez Servet van Sassen à Louvain. Là aussi, on voit, il obtient un certain nombre de privilèges pour l'impression d'ordonnances sur la régulation du métier du livre. Mais en juin 1550, là, il reçoit il reçoit une très grosse commande où on lui commande 24 000 exemplaires, 12 000 pour le catalogue des livres interdits et 12 000 pour l'ordonnance connexe qui accompagnait le catalogue des livres réprouvés. Et à ce moment-là, on se doute bien que le but dans le chef des autorités centrales est de pouvoir ensuite disséminer à l'échelle de toutes les juridictions, ce qui n'empêche pas notamment le Conseil de Brabant et le Conseil de Flandre de lui passer commande d'exemplaires supplémentaires. Alors là, le nombre ne sont pas précisés dans la comptabilité qui existe à ce sujet-là, avec sans doute dans le chef du Conseil de Brabant et du Conseil de Flandre la volonté de pouvoir donner à leur propre officiers subalternes des exemplaires de ces actes-là. Donc là, on est aussi avec un nombre d'exemplaires relativement important pour la période. À Bruxelles va être présent une personnalité qui va durer et qui est vraiment importante, c'est Michiel van Amo. On ne sait pas très bien quand, on ne sait pas en fait sa date de naissance. On sait par contre qu'il meurt en octobre 1585 et il a à peu près une trentaine d'années d'activité. Il reçoit un premier privilège impérial en 1554, mais les premières ordonnances qu'il imprime, et même en fait ses premiers travaux, ne datent pas d'avant 1557. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que c'est pas quelqu'un qui est d'abord libraire et qui ensuite se dit il va se lancer dans l'impression lui-même. C'est quelqu'un qui a visiblement une fonction d'albardier à la cour de Bruxelles durant un certain nombre de temps et durant la deuxième moitié sans doute du règne de Charles Quint. Et on ne peut que supposer que disposant d'un réseau, peut-être voyant qu'à Bruxelles il n'existe paradoxalement pas d'imprimeur alors qu'on est dans une ville où siègent à la fois des institutions centrales, mais aussi les institutions du Brabant, et bien qu'il ait pu se dire qu'il y avait là une opportunité économique à saisir en vue de se lancer lui-même dans ce business-là. À Gand, on a un autre fondateur d'une dynastie, et là, qui va vraiment perdurer jusqu'au XVIIe siècle. Et là, les Van den Steen vont être importants parce qu'ils vont être reconnus par le Conseil de Flandre comme étant les imprimeurs responsables pour l'impression des ordonnances qui sont envoyées au Conseil de Flandre. Dès 1559, on voit aussi que Jan van den Steen, donc entre parenthèses, je vous ai mis que c'est Jan I, parce que les patronymes se transmettent généralement de père en fils. Dès lors, que se passe-t-il? Eh bien, on voit qu'il crée un recueil des placards, en quelque sorte. C'est ça la première édition de la compilation d'ordonnances qui ont été promulguées dans la juridiction du comté de Flandre. Et cette entreprise sera continuellement mise à jour par ses successeurs tout au long du XVIIe siècle. Et ça n'ira pas d'ailleurs sans poser problème avec un membre du conseil, une personne nommée par le Conseil de Flandre à la fin du XVIIe siècle qui n'aura pas été payé pour les recherches auprès des juridictions locales des ordonnances à intégrer dans la nouvelle version en préparation. Mais à côté de la formule, je dirais, d'ordonnance imprimée sous
sous feuillet, sous livret, pardon, comme un petit livre dont vous tournez une page, eh bien, il y a les ordonnances, les actes législatifs imprimés sur feuille volante. Je vous ai mis la version anglaise, enfin le nom anglais qui est généralement et communément aussi utilisé. Là, on se rend compte que c'est des dimensions beaucoup plus réduites. On est toujours ici avec un acte des autorités de la ville d'Anvers qui fait une vingtaine de centimètres de haut pour à peu près 20 centimètres de large. C'est un acte relativement rare parce que très précoce, de 1566, du tout début de ce que l'on va appeler la révolte des Pays-Bas, et qui est en fait un acte, je dirais, de législation parallèle, opposé en fait à celle de Philippe II, vu que dans celle-là, Guillaume d'Orange indique que les habitants de la ville d'Anvers ne seront pas soumis à l'Inquisition espagnole. Alors, les avantages de ce type d'imprimé-là, c'est que ça permet d'avoir une confection relativement rapide, avec une limitation du nombre de personnes qui doivent travailler, donc pas nécessairement besoin de correcteurs et de compositeurs, un imprimeur suffit. Et la diffusion, elle est évidemment aussi plus facile. On peut en imprimer par paquet de 350, 400, 500, voire, et ensuite les diffuser à l'échelle d'une juridiction, d'une ville. Ces exemples, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'art pictural des Provinces-Unies du XVIIe siècle, où vont essaimer ces imprimés officiels, vous avez tout un nombre de tableaux dans lesquels on voit effectivement que ces imprimés sur feuille volante sont représentés. Ici, vous avez un tableau de Gerrit Bergeyck de la fin du XVIIe siècle qui représente la grande place d'Harlem, où vous avez eh bien, tout simplement sur un certain nombre de piliers, un nombre d'imprimés officiels qui sont placardés. D'un point de vue simplement de la présentation, hein, visuellement, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe parce qu'il faut bien se rendre compte que ces documents sont essentiellement destinés à être apposés, comme vous venez de le voir dans le tableau précédent. Alors, ça fonctionne plus ou moins tout le temps de la même manière. Vous avez les armoiries de l'autorité qui est en train de légiférer, qui a légiféré, qui communique au sujet de la décision. Ici, vous avez à gauche eh bien, les armoiries de la ville d'Anvers et du Marquisat. De l'autre côté à droite, eh bien, vous avez les armoiries du roi d'Espagne avec le collier de la toison d'or. Donc là, visuellement, vous savez déjà, vous êtes en rue, dans les rues de Bruxelles, il y a au XVIIe siècle, vous avez un acte pareil qui est affiché, par exemple à droite, vous savez très clairement, a priori, même si vous ne connaissez pas le contenu, vous voyez visuellement que l'on est face à un document pris au nom du roi. Et si vous savez lire, eh bien, on vous rappelle directement que le document que vous êtes face auquel vous vous trouvez est promulgué, publié par une autorité particulière. À gauche, on rappelle que c'est un acte qui est pris par les échevins de la ville d'Anvers. Et à droite, on dit tout simplement, d'ailleurs, ce n'est pas très bien imprimé, comme vous le voyez, c'est pas très imprimé très droit. On indique que c'est l'autorité royale qui légifère. Dans le cas de cette ordonnance royale, vous avez aussi l'imprimeur qui indique son adresse en quelque sorte à l'Aigle d'Or pour les Bruxellois ou ceux qui connaissent bien Bruxelles. Donc les Velpius et les successeurs Antoine Velpius étaient situés sur Montagne de la Cour, donc grosso modo la situation du Mont des Arts actuellement. Ce qui signifie qu'au XVIIe siècle, surtout, vous pouvez être pris dans des contextes. C'est un tableau ultra connu du XVIIe siècle qui représente un endroit assez fréquenté d'Amsterdam. Et là, vous voyez un certain nombre d'imprimés qui sont affichés à tout vent, si je puis dire, où là, en plus, on devait sans doute avoir, ici vous avez donc le zoom sur cette partie-là, non seulement un certain nombre d'annonces officielles, mais aussi, on le sait, aux Provinces-Unies, un certain nombre d'annonces privées pouvaient être affichées et utilisées. On est beaucoup moins au courant s'il y a des endroits similaires qui existaient dans les Pays-Bas habsbourgeois. Alors, dans mes recherches, j'ai pas trouvé grand-chose. Et ce que je vous propose, c'est ce tableau qui représente le Burg,
donc le lieu bien connu encore, qui ressemble encore assez fort à ça, à Bruges à l'heure actuelle. Ça date du milieu du XVIIe siècle. Et si l'on zoome à deux endroits bien spécifiques, eh bien, on se rend compte que sur un certain nombre de ces bâtiments, donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez bien les zooms en bas de l'image, eh bien, il y a tout simplement de deux endroits, en fait, pardon, où vous avez des imprimés qui sont affichés. Le lieu qui est représenté ici avec des imprimés qui sont affichés n'est pas anodin, vu que l'on se trouve tout simplement à Bruges, où se trouve la maison du Franc de Bruges, qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais qui est là le siège en fait de la plus grande châtellenie de Flandre. Vous avez le bâtiment de l'ancien greffe civil, et vous avez naturellement la maison communale. Donc un lieu, un espace urbain, vraiment centre de l'autorité politique. Et en quelque sorte, c'est presque normal que l'on voit ce type d'imprimé se trouver sur des endroits de cet ordre-là. Alors, l'avènement, il est vraiment important parce que là, on a un saut quantitatif durant les années 1570 et 1585, avec une attention vraiment particulière dans le chef des autorités centrales, notamment du gouverneur de Philippe II, le duc d'Albe. On a un contrôle beaucoup plus serré de qui peut imprimer et qui ne peut pas, avec un prototypographe qui est en gros chargé de faire une évaluation des compétences de chacun et qui sera, comme certains sans doute le savent aussi, certaines le savent aussi, Christophe Plantin. Ce qui est intéressant aussi à observer, c'est que durant cette période de tension politique, où c'est vraiment durant cette décennie-là que l'opposition et la scission des Pays-Bas et donc l'opposition à Philippe II va se produire, eh bien, les États provinciaux, notamment du Brabant, et puis les États généraux, vont devenir des acteurs influents et les grands consommateurs d'imprimés pour diffuser non seulement des actes de propagande, mais aussi leur propre législation. Là, vous avez donc deux personnages que l'on a déjà rencontrés, enfin non, un personnage que l'on a déjà rencontré et un autre dont je viens de prononcer le nom, Christophe Plantin, bien connu, hein, sans doute l'imprimeur de l'époque moderne le plus connu, qui vont s'associer pour notamment imprimer non seulement des ordonnances du duc d'Albe, c'est eux qui impriment les ordonnances criminelles de juillet 1570, donc ils déposent une pétition conjointement avec un accord commercial qui stipule que Van Amon envoie les textes à Christophe Plantin et Christophe Plantin avance les frais d'impression et le papier nécessaire à ceux-ci. Plantin revend alors, on le sait grâce à sa comptabilité, un certain nombre de ses documents lui-même à l'ensemble de son réseau. Et naturellement, il envoie plusieurs, durant les années 1570, de 1570 à 1580, il envoie plusieurs milliers d'exemplaires d'ordonnances à Michiel Van Amon, que ce soit des ordonnances prises au nom de Philippe II, mais aussi des ordonnances et des actes législatifs que vont commencer à promulguer les États généraux à partir de la fin des années 1570. Plantin va donc en quelque sorte jouer en eau trouble, et même chose pour Michiel Van Amon, ils vont continuer à imprimer pour les autorités en place dans leur ville et non pas, je dirais, rester entièrement dévoués à la figure au souverain Philippe II. Alors, le problème, c'est qu'en 1579, Van Amon ne peut pas rembourser Plantin pour tous les frais liés à l'impression des ordonnances qu'ils impriment depuis plusieurs années pour les États généraux et surtout les États généraux. Et là, dans le livre de comptabilité de Plantin, c'est intéressant parce qu'on a tout l'argumentaire. Je vais vous mettre en évidence la partie où c'est comme ça que l'on sait qu'en fait Plantin a avancé et a déboursé tout pour le papier et l'impression des placards, de sorte à ce que celui-ci puisse imprimer et ensuite qu'il envoie à Michiel Van Amon les exemplaires qu'il avait mis sous presse. Donc là, on a une situation qui est problématique pour Van Amon, tout simplement parce qu'en fait, les États généraux ne le payent pas. Il est incapable de rembourser Plantin. Et c'est comme ça que, notamment, c'est sans doute ça qui explique qu'à partir de 1579 et 1580, Michiel Van Amon est dans l'incapacité de continuer à imprimer. Après 1581, on n'a absolument plus de travail de sa part. Et il décède ensuite en 1585, avec un phénomène quand même un petit peu quand même assez triste au final, dans la mesure où le remboursement de ses dettes à Plantin s'échelonne de 1579-1580 jusqu'après son décès en mai 1586.
Enfin, le personnage principal de notre aventure, c'est Rutger Velpius. Rutger Velpius, il est important parce que là, c'est un louvaniste qui va fonder clairement une dynastie d'imprimeurs d'ordonnances royales. Il travaille d'abord donc à Louvain dans l'atelier de son père pour l'université, et ensuite, à partir de 1580, il déménage à Mons. Donc, il part de Louvain à Mons, où va s'installer Alexandre Farnèse avec sa cour. Il devient alors le premier imprimeur de Mons. Ensuite, en 1585, il déménage, si je puis dire, à Bruxelles avec les autorités centrales, une fois que Farnèse, le gouverneur général, Alexandre Farnèse, réintègre Bruxelles. Là, on a un acteur vraiment important parce que tous ses descendants, jusqu'à 1689, vont être les imprimeurs des ordonnances royales, cette fois-là dans les Pays-Bas, donc avec un privilège qui va pouvoir s'appliquer à l'échelle de toutes les principautés, et ce qui ne va pas nécessairement aller sans un certain nombre parfois de tensions avec notamment les Van den Steen à Gand qui, se targue d'avoir une autorisation de la part du Conseil de Flandre. Au niveau des adaptations, qu'est-ce que l'on a à mettre en évidence? Une immigration importante vers les Provinces-Unies qui fait qu'on a une situation dans les Pays-Bas où les imprimeurs, au niveau des imprimeurs, n'est plus très développé, et c'est comme ça que les Provinces-Unies vont notamment pouvoir avoir une évolution assez rapide. Avec des imprimeurs parfois relativement importants comme Willem Sylvius, qui imprime des ordonnances royales avant son départ vers les Provinces-Unies. Il est embauché par les États de Hollande et qui continue encore jusqu'à 1580 à se réclamer d'imprimeur du roi. Et puis on va lui dire, écoute, tu travailles plus pour lui, donc maintenant enlève quand même cette référence-là. Comme je vous l'ai dit aussi, on a un avènement de monopole dynastique, où là, on voit par exemple que les Velpius vont être ceux disposant du privilège d'imprimer les ordonnances royales, et une autre famille, les Verdussen, à Anvers, vont avoir le privilège d'imprimer des actes monétaires. On va avoir un nombre croissant de villes qui vont se disposer d'imprimeurs, qui vont être non entièrement, enfin non exclusivement orientés vers l'impression des ordonnances, mais qui vont y participer. Alors à Mons, je n'aurais pas pu l'inventer, vous allez avoir à la suite de Rutger Velpius l'imprimeur Charles Michel. À Bruxelles, toujours Rutger Velpius, naturellement. Jan Momart, rappelez-vous, Jan Momart, c'était celui dont j'ai montré la publication de la trêve de 12 ans. À Bois-le-Duc avec les Scheffer. À Gand, toujours les Van den Steen, et à Anvers, Christophe Plantin, et puis après 1589, son gendre, Jan Moretus, mais aussi Guillaume van Parez, de Paris. Donc là, on a un essaimage, on a un nombre beaucoup plus important de personnalités, d'imprimeurs, qui vont pouvoir être présents et impliqués dans cette activité en fait d'impression pour les autorités politiques, vu que ce sont les autorités communales généralement qui soutiennent l'installation de ces imprimeurs dans leur juridiction. À partir donc du XVIIe siècle, on peut parler d'une sorte de configuration, de reconfiguration plus ou moins stabilisée, hein, vu qu'on a des imprimeurs par ville et puis que l'on a des privilèges pour l'ensemble des ordonnances dans le chef, par exemple, des Velpius et des successeurs de Rutger Velpius. Mais on va avoir aussi un certain nombre de problèmes qui vont émerger, notamment d'un point de vue financier, où ça va être de moins en moins intéressant pour les imprimeurs d'imprimer pour les autorités parce qu'ils ne vont pas parvenir à se faire payer. D'un autre côté, ces imprimeurs vont devenir en quelque sorte la mémoire législative des Pays-Bas, vu qu'ils vont systématiquement recevoir un exemplaire manuscrit des actes qu'il faut mettre sous presse. Enfin, c'est également la période où on voit clairement que l'incorporation de l'imprimé est évidente dans le modus operandi des gouvernants quand il s'agit de communiquer au niveau des décisions législatives. Alors, les défauts de paiement, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une régularité qui tend à ne plus être réellement assurée. Par exemple, Rutger Velpius et son gendre et associé Hubert Antoine sont payés en 1614 pour tous les travaux qu'ils ont effectués depuis 1612 seulement. En 1636, vous avez la fille de Rutger Velpius, Catherine, qui était également la femme d'Hubert Antoine, qui a repris l'atelier après le décès de son mari, qui n'est payée qu'en 1636 pour tous les travaux effectués en 1632, 33 et 34.
Et puis, il y a un cas encore à la fin du XVIIe, en 1660, Hubert Antoine Velpius, le fils de Catherine, se plaint de ne pas d'encore avoir des paiements en souffrance qui datent de 2 années. Donc, on est face là à un moment où une situation où pour les imprimeurs, certes, c'est peut-être intéressant parce que ça leur donne une sorte de visibilité, de connexion avec les autorités politiques, mais financièrement, ça ne se traduit pas nécessairement par quelque chose de bénéfique en ce qui les concerne. Là, vous voyez notamment qu'en 1660, c'est la requête d'Hubert II où il se plaint qu'il avait déposé notamment une demande pour 1753 florins et on ne l'a payé que 1500. Donc là, il dit, écoutez, il y a un petit souci. Il y a un petit souci parce que là, on m'a défalqué quand même une quantité non négligeable de ce que je vous ai demandé. Et dans le même temps, il dit aussi que il a été gentil, c'est-à-dire qu'il n'a jamais augmenté les tarifs, il n'a jamais augmenté le taux par rapport à ce que ses prédécesseurs avaient demandé, malgré le fait que le papier et le travail, dit-il, pour la période à laquelle il travaille, eh bien, est beaucoup plus cher qu'il y a 50 ans. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on pourrait traduire ça par le fait qu'il n'a pas imputé l'inflation dans ses tarifs et que là, maintenant, c'est un petit peu gros. En gros, il met en avant qu'il perd davantage d'argent qu'il n'en gagne. Les imprimeurs comme mémoire de la législation, eh bien, tout simplement, c'est le fait qu'on demande dans les années 1670 à Marcel-Antoine Velpius, le frère de Hubert II, celui dont je viens de vous parler avant, d'envoyer tous les placards, toutes les ordonnances, donc imprimées par le conseil privé et envoyées donc à l'imprimeur depuis un quart de siècle. Donc, il doit s'exécuter pour ensuite les mettre en volume. Et donc, c'est pour ça que vous avez ce volume, ce recueil de placards très connu de Marcel-Antoine Velpius, et on a notamment un exemplaire à la bibliothèque, la réserve précieuse de la bibliothèque de Lucien Louvain, notamment. Le dernier élément ici, c'est que l'incorporation de l'imprimé dans les pratiques par les autorités politiques, il est tout à fait présent parce que non seulement il y a une masse ou une automaticité de l'impression qui devient très évidente à partir du XVIIe siècle, et d'un autre côté, il y a une multiplication du type, il y a donc une diversité beaucoup plus importante du type de documents que les autorités veulent demander à imprimer aux imprimeurs qui sont dans leur juridiction. Tout d'abord, on a ici un exemple concret dans les archives des Mauritius Plantin. Vous avez que normalement, en tant qu'imprimeur des ordonnances de la ville, ils ont un salaire forfaitaire annuel. Si la ville leur demande leur commande davantage de textes, eh bien, c'est des commandes extraordinaires qui impliquent un défraiement supplémentaire. Et pour la période 1649-1658, dans les archives donc de l'atelier, ils ont listé en fait l'ensemble des documents supplémentaires qui ont été imprimés pour les autorités de la ville. Et je vous ai mis là en bas de l'écran un certain nombre de documents. Donc, c'est des quittances pour des paiements d'accise, des billets pour le passage des navires à gants, en gros, une espèce de passeport, imprimer la liste du renouvellement du magistrat, les motifs, les argumentaires dans le cadre d'un procès, ou également des instructions pour les personnes chargées de la surveillance des portes. Donc, on va à ce moment-là, au milieu du XVIIe, on est bien au-delà d'une relation entre imprimeur et autorité politique qui se limite à l'impression d'actes législatifs, comme c'était peut-être davantage le cas encore durant le XVIe siècle. Enfin, vous avez ici un exemplaire qui traduit les évolutions. À la fin du XVIIe siècle, le margrave d'Anvers est contacté par le conseil privé et le conseil privé lui dit on est au courant que vous n'avez pas effectué la publication d'une ordonnance de janvier 1675, on est 5 ans plus tard, et vous êtes chargé de le faire. Le margrave répond qu'il avait cru avoir bien fait en publiant le document que vous voyez sur votre gauche, dans lequel, en gros, ça rappelle, si vous vous souvenez, le petit document de publication de la trêve par Yann Montmartre de 1609 que je vous ai montré au début de ma présentation. On est clairement dans la même chose, avec là, ici, une évolution. C'est-à-dire que en 1609, on avait quand même un résumé plus ou moins du texte qui était pris
au niveau de son contenu, il y avait quand même un résumé. Ici, tout ce que l'on a, c'est simplement qu'il y a une nouvelle ordonnance qui a été prise concernant le métier de l'imprimé et des livres, et puis c'est à peu près tout. Donc là, je crois qu'on est aussi dans une situation où l'imprimé sert à communiquer très concrètement, mais de moins en moins précisément. Et dès lors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sans doute que la logique derrière la communication du margrave, c'est de dire que les personnes intéressées pourront de toute façon, vu qu'elles sont au courant qu'une nouvelle ordonnance a été prise, se la procurer et la lire in extenso. Lui, son métier, enfin sa tâche, entre guillemets, il doit se dire qu'elle s'est arrêtée à partir du moment où il a dit qu'un acte législatif nouveau avait été promulgué. Et j'en termine ici pour cette première heure. Je suis désolé, j'ai un peu dépassé 18 heures. J'en termine ici pour vous dire, voilà, au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on a? C'est un petit peu la consécration de tout ce que j'ai essayé de vous présenter enfin, depuis que j'ai pris la parole. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un acte imprimé du milieu du XVIIIe siècle. Et on met en évidence, comme mention hors teneur manuscrite, que le texte a bien été publié, donc sans doute lu par quelqu'un, mais qu'il a aussi été affiché. Et ça, c'est, me semble-t-il, la manifestation assez éclatante de l'évolution progressive qui se met doucement en place à la fin du XVIe siècle dans les Pays-Bas habsbourgeois et qui est pleinement intégrée par le monde de l'imprimé, mais aussi le monde politique à partir du XVIIIe siècle. On n'est pas trop tard. Alors, le regard contemporain dans la continuité en fait de cette interrogation, de cette présentation sur les rapports entre monde de l'imprimé, monde du livre et les autorités politiques dans les anciens Pays-Bas m'a fait songer en réalité qu'il y a à la fois des empreintes de ce passé en lien avec l'affichage politique, l'affichage de dispositions législatives prises par les autorités politiques dans notre espace urbain encore au XXIe siècle. Et il y a également un certain nombre de comportements depuis que nous vivons en fait avec la pandémie depuis un an qui mettent en évidence que le retour de l'imprimé officiel est peut-être quelque chose qui est une des marques de la communication par les politiques en 2020 et en 2021. Mais d'abord, les traces et les empreintes, si vous voulez bien, de ce passé. Ici, vous avez l'exemple d'un bâtiment, le bâtiment du diocèse d'Anvers, qui est situé au cœur de la ville, et au détour d'un des murs sur le coin d'une des rues où se trouve le bâtiment, vous avez cette plaque. Le texte n'est pas très, très clair, donc je vous ai mis ce qui est inscrit, c'est loi et acte de l'autorité publique. Donc là, vous imaginez très clairement qu'encore aujourd'hui, vous vous baladez à Anvers, vous levez la tête. Donc là, grosso modo, donc là, c'est des photos que j'ai prises moi-même lors d'un séjour à Anvers. Et donc, vous voyez que cette plaque est située à peu près 3, 4, 5 mètres de hauteur et tout l'espace inférieur en dessous de cette plaque est évidemment dédié à l'affichage, était dédié au placardage de dispositions législatives. Visiblement et sans doute que ce type de plaques qui subsistent encore ça et là dans nos espaces urbains sont des héritages de la Révolution française, en fait de la présence française dans nos territoires entre 1795 et 1815. Un autre exemple, et là c'est le moment de dire bonjour aux Liégeois qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est donc le Liège, l'ancien palais des princes-évêques. Tout le monde connaît cette façade-là. Ça veut dire que vous avez la place Saint-Lambert dans votre dos et sur la gauche, si on zoome un petit peu, eh bien, vous avez une plaque du même acabit que celle dont vous venez de voir. Je remercie au passage Renaud Adam pour m'avoir envoyé et m'avoir informé de l'existence de cette plaque, où vous pouvez donc lire tout en haut les lois publiées dans le département de l'Ourthe, dans lequel se trouvait donc intégrée la ville de Liège durant la période française à la fin du XVIIIe siècle. Et donc là aussi, vous pouvez vous visualiser en train de marcher sur la place devant le palais des princes-évêques à la fin du XVIIIe siècle, et tout d'un coup, eh bien, cet espace-là, sur le mur, sur la façade du palais, était rempli, ou en tout cas, il devait y avoir l'un ou l'autre acte qui était affiché, sinon tous les jours, au moins de façon assez régulière. Tout ça pour dire en fait qu'on a vraiment une présence de l'affichage public
de l'ancien régime, si je puis dire ça, encore dans notre espace urbain actuel. Mais vous avez toujours des panneaux d'affichage public quand même avec comment dirais-je, une présentation et un entretien qui n'est pas tout à fait peut-être du premier jour. Ici, c'est un exemple de la commune de Woluwe-Saint-Pierre en région de Bruxelles-Capitale, avec donc toujours la continuité d'un certain nombre de recours à l'affichage public, de façon beaucoup plus évidemment ténue et de manière beaucoup moins importante, vu que ce n'est plus nécessairement le moyen par lequel on s'informe des dispositions législatives qui sont prises et qui vont directement nous concerner. Ici, l'intérêt, c'était que c'était un cliché que j'avais pris en mars-avril, plutôt avril-mai 2020, et était affiché l'arrêté consacré aux dispositions relatives et applicables durant le confinement, où l'on a une clause de publication qui ressemble à s'y méprendre à ce que l'on peut rencontrer en fait dans les documents du XVIe et du XVIIe siècle, en disant qu'ici il faudra être affiché et publié par voie d'affichage de manière visible aux emplacements habituels. De nouveau, on rencontre des formules plus ou moins similaires dans les documents législatifs de l'époque moderne, par les avis donc officiels et par tout autre moyen de publication, dont notamment le site Internet. On intègre naturellement les nouvelles technologies afin d'en assurer la diffusion la plus large, où l'argument de nul n'est censé ignorer la loi est sous-jacent en fait à cette dynamique, qui est en gros une dynamique qui n'a absolument pas changé depuis non seulement la période moderne, mais même déjà avant. Jean-Marie Cauchy pourra en parler également pour les siècles précédents, ceux dont je viens de vous parler. Alors, l'imprimé officiel, en tout cas la manifestation d'un certain nombre de dispositions de nature finalement normative, législative, ont fleuri dans le cadre notamment des obligations que l'on a dorénavant de porter le masque dans certaines zones de nos villes. Ici, on n'est pas face à des affiches, en tout cas, donc là, les deux exemples que vous avez à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles-Ville tentent de mettre en avant, surtout du côté de Bruxelles-Ville, une sorte de construction et de schéma visuel qui ressemble mutatis mutandis à ce que l'on pouvait au final voir déjà dans les actes imprimés à l'époque moderne, avec les armoiries, ou en tout cas le logo de la ville, avec la mention que c'est bien la ville de Bruxelles qui prend ces dispositions. Un résumé très succinct de la disposition. Il faut avoir le masque, le port du masque est obligatoire, et puis un pictogramme, une illustration. Et de nouveau, vu qu'on est toujours à Bruxelles-Ville, eh bien, il y a une publication bilingue français-néerlandais. Dans le cas de Louvain-la-Neuve, on voit que c'est à peu près la même chose, quoique de manière un petit peu plus, oserais-je dire, artisanale. Mais en tout cas, ça participe d'un événement ou d'une manière de communiquer qui est sensiblement celle que l'on rencontre au final déjà dans la période moderne et par rapport à ce que je viens de vous représenter. Et ce sont des choses qu'on ne voyait plus au final, placardées sur les murs, on ne les voit plus passer. Là, tout d'un coup, ça fait irruption, ce type de document fait irruption face à nous dans le cadre de quand on va au travail ou quand la photo de droite, pour tout vous dire, c'était en allant aux archives de la ville de Bruxelles pour justement consulter les documents qu'ils avaient sur les imprimés officiels du XVIIe. On était en train de mêler l'utile à l'agréable. Et puis, on a des campagnes de communication, notamment par le gouvernement fédéral. La fameuse campagne qui a été quand même tout un temps assez bien décriée, unique, enfin, en tout cas par certains partis plutôt nationalistes, le fameux slogan « Une équipe de 11 millions », où vous avez cet imprimé qui avait été inséré dans tout un tas de quotidiens de la presse écrite francophone et aussi néerlandophone. Donc oui, pardon, j'aurais peut-être dû mettre en évidence le fait que cette affiche-là était également traduite en néerlandais, bien entendu. Hein, donc ici, vous n'avez que la version française, francophone, avec une logique qui est toujours dans la continuité finalement de ce que l'on a vu. C'est une communication officielle par un nouveau dispositif imprimé avec une logique qui est de dire de coller ce poster à votre fenêtre pour créer un effet visuel dans l'espace urbain, non pas ici pour mettre en évidence des dispositions législatives, mais ça participe je dirais, d'un état d'esprit qui met en avant qu'on peut afficher un certain nombre d'informations et de communications par l'imprimé
dans l'espace public. Mais alors, comme je vous ai dit, il y avait la possibilité durant l'époque moderne, et même déjà à la fin de l'époque médiévale, d'avoir une opposition aux dispositions qui étaient prises par les autorités politiques, à savoir qu'il peut y avoir une remise en cause pendant une publication orale par les personnes présentes, de dire, ben non, on n'est pas d'accord, ou on est contre l'autorité de Philippe II, de Charles Quint. On peut également avoir, au fur et à mesure que l'imprimé devient présent euh, dans l'espace urbain, eh bien, des arrachages d'ordonnances pour signifier qu'on n'est pas d'accord avec l'autorité d'un souverain, l'autorité de sa ville, ce genre de choses-là. Et encore une fois, en raison je dirais, du côté polémique de la façon dont on prend les dispositions au niveau de la politique à mener contre la propagation de la pandémie, eh bien, on voit que ces imprimés officiels font aussi en 2020 l'objet d'attaques, notamment à Louvain-la-Neuve. Vous voyez qu'on a été tagué une croix pour dire que, en gros, la personne ne porterait jamais sans doute le masque. À droite, vous avez le même type de document dans la commune de Bruxelles à Woluwe-Saint-Lambert, dans la région de Bruxelles-Capitale, où là, on a même une sorte de dialogue. Quelqu'un a mis c'est un hoax, c'est un fake. Quelqu'un a répondu en dessous non, c'est vrai. Et un troisième a dit c'est la dictature, leef de vrijheid. Donc, on voit des comportements où les citoyens s'opposent et s'opposent à la fois aux dispositions politiques qui sont communiquées dans l'espace où l'on évolue encore à l'heure actuelle, et dans le même temps, ces dispositifs communicationnels deviennent eux-mêmes le support d'une communication, voire même d'un pseudo-dialogue en fait entre des citoyens, entre ceux qui sont pour les mesures et ceux qui seraient contre les mesures. Donc là, on a une sorte de substrat de continuité de comportement qui me semblait assez intéressante à mettre en évidence. Et alors, le dernier élément qui tend à mettre en évidence que l'imprimé a encore sans doute peut-être un rôle à jouer, c'est cet exemple de document-ci, un document reçu à mon adresse privée, un toute boîte distribué dans tout le quartier par des personnes qui nous incitent en fait à nous réinformer sous couvert du fait que le virus le plus dangereux est le virus de la peur diffusé par les médias. La phrase est citée en bas à droite. Donc là, on est face à une communication clairement pamphlétaire au final, d'avoir une communication alternative qui tente de subvertir en fait la communication par les autorités politiques et de nous dire qu'en réalité on nous ment ou bien non, on ne doit pas être d'accord, etc. Et on voit bien ici qu'il y a un recours à l'imprimé, comme si le fait d'imprimer en grand nombre, de les déposer dans les boîtes aux lettres de tout un chacun, allait avoir un impact beaucoup plus important parce qu'en ouvrant votre boîte aux lettres, vous allez tomber dessus et automatiquement, vous allez un petit peu vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce document? Donc, il y a un effet de pénétration auprès du public, sans doute un petit peu plus important, tout en mêlant dans ce cadre-ci, comme je le disais, on est dans de l'intermédialité, donc il y a une interaction entre les différents supports de communication. Dans l'image de gauche, vous avez un QR code, et si vous le scannez, en fait, ça vous mène sur une page Facebook où tout un temps, il y avait un certain nombre de publications contre les mesures vis-à-vis du coronavirus, mais également relatives à l'élection présidentielle qui s'est tenue en novembre de l'année passée. Donc là, on voit, me semble-t-il, des comportements, des manières de faire qui sont tout à fait intéressantes parce que il y a un an, on n'avait pas des dispositifs, des pancartes à hauteur de vue qui nous permettaient en fait d'être confrontés à des décisions qui s'imposaient à nous et que l'on devait prendre. On avait peut-être moins en moins le réflexe de directement montrer une opposition à ce type de décision en s'attaquant directement à des documents comme ça qui sont vraiment à hauteur, des affiches qui sont à hauteur de vue. Et puis, on a quand même rarement ce type de documents comme vous voyez à l'écran qui vous arrive dans les toutes boîtes pour vous inciter à vous réinformer, par exemple. On est vraiment là, je crois, dans des regards contemporains qui permettent de mettre en perspective non pas des situations qui sont similaires ou comparables, mais bien des analogies de comportements et de pratiques qui sont, je crois, assez intéressantes et où l'histoire, au final, a un intérêt à faire partie de la discussion et du débat.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, j'ai une dernière information concernant, si vous êtes intéressé par cette thématique. Le 21 avril prochain, j'organise avec Émilie Vilco de la réserve patrimoniale de Lucé-Louvain, Xavier Rousseau, directeur de recherche au FNRS et professeur à Lucé-Louvain, et Alain Weffels, qui est professeur, directeur de recherche CNRS et professeur émérite aux universités de Lucé-Louvain, Leuven et Leiden, et membre associé en plus de l'Académie royale de Belgique, un webinaire justement sur le patrimoine imprimé des cours et tribunaux de Belgique dans le cadre d'un projet qu'on essaie de développer à Lucé-Louvain. Donc vous êtes naturellement toutes et tous les bienvenus et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'indique en bas de ce slide. Et à ce titre-là, bah, écoutez, je vous remercie encore pour votre présence et je vous remercie d'avoir assisté en nombre relativement important à cette présentation et j'espère vous revoir en chair et en os le plus rapidement possible.